Bonjour, avant de commencer la coding de cette semaine, on va attendre une demi-minute comme d'hab, que les participants puissent nous joindre. Donc en attendant, le live coding cette semaine sera sur du SQL et du Python, puisque Robertson School, il y a la cohorte C23 qui a commencé le SQL cette semaine. J'ai choisi de faire quelques exercices de SQL qui sont reliés à ce qu'ils sont en train de faire cette semaine. Et quelques algos Python. Ça sera toujours intéressant pour tout le monde, des algos surtout. Et on va commencer. Du coup, le premier exercice, donc tous les exercices sont sur LeetCode. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, LeetCode, c'est un site où on trouve des centaines, voire des milliers d'exercices pour préparer des développeurs aux entretiens techniques. Bon, c'est des questions qu'on va trouver pour passer des entretiens chez Google, Amazon, Netflix, donc les grandes boîtes. Et on va toujours trouver la plupart des langages de programmation connus et utilisés dans des grandes boîtes. Donc pour le premier exercice, ça s'appelle Employee Bonus. Donc on a un tableau qui s'appelle Employee, et dedans il y a le EmpID, donc qui est la colonne qui représente l'identifiant de l'employé, qui contient une valeur unique, donc c'est un primary key. Et chaque ligne dans ce tableau indique le nom, l'ID, le salaire et l'ID, l'identifiant du manager de l'employé. Donc cette description là est par rapport à ça en gros. Donc ça c'est un exemple du tableau employé. Voilà. Chaque colonne elle représente quelque chose, et chaque ligne elle représente une entité, des informations d'un seul employé. Donc ça c'est l'employé qui a l'ID 3, qui s'appelle Brad, qui n'a pas de manager, et son salaire est 4000. Le deuxième tableau s'appelle Bonus. Donc on trouve deux colonnes, Employee ID et Bonus. Là, on a le nom de la colonne et le type, comme ici. Donc dans le tableau Bonus, il y a EmpID, qui est la colonne qui représente une valeur unique. Donc c'est comme l'identifiant de la carte vitale ou d'une carte d'identité. Et EmpID est un foreign key, puisque il fait référence, comme vous voyez ici, il fait référence à l'ID de l'employeur du tableau Employee. C'est pour ça que c'est un foreign key dans le tableau Bonus, bien évidemment. Et dans le tableau Bonus, chaque row, donc chaque ligne,
dans ce tableau contient l'ID de l'employé pardon, et son bonus. Donc, comme on peut bien voir ici. Et du coup, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'écrire une solution pour avoir le nom et le bonus de chaque employé qui a un bonus inférieur à 1000. Donc si on prend cet exemple-là, return the result table in any order, donc on s'en fout de l'ordre, donc ascendant, descendant, peu importe, et le résultat là, il doit être conforme à cet output. Donc dans la plupart, presque tous les challenges sur LeetCode, on a toujours au moins un exemple pour bien comprendre l'input, donc les données qu'ils vont nous fournir, et l'output, sa structure, son format, les noms des propriétés des tableaux, ainsi de suite. Donc l'output, on doit retourner un tableau qui contient 2 colonnes, le nom de l'employé et son bonus, et que les employés qui ont un bonus inférieur à 1000. On constate bien que il y a des employés qui n'ont pas de bonus, donc on doit les prendre en considération et retourner nul. Donc ça n'a pas été indiqué dans les instructions de l'exercice, mais on doit le conclure par nous-mêmes. Donc parfois il n'y a pas toutes les infos, il y a des choses qu'on doit conclure par nous-mêmes, soit dans les exemples, soit dans les tests qu'ils vont nous donner. Donc pour cela, on va devoir sélectionner quoi? On va devoir sélectionner le name et le bonus. Donc je vais prendre les noms des colonnes en gros. Donc le name de l'employé et son bonus. Mais on va les récupérer d'où? Donc je vais récupérer le name from le tableau employee. Et je vais faire un join donc, entre le tableau employee et le tableau bonus. Parce que la chose qui relie le tableau employee avec le tableau bonus, c'est le empID. Parce que dans le tableau bonus, on a la colonne empID qui représente l'ID de l'employé que le tableau bonus prend d'ici. Du tableau employé. On peut voir ici, sur cette colonne. C'est pour ça qu'on va devoir faire un left join. Left join le tableau bonus. Donc on doit faire gaffe. Donc on doit mettre les bons dans les tableaux. Et du coup, ça c'est pas suffisant. Parce que là, je vais devoir indiquer le name, je le prends de quel tableau? Je le prends du tableau employee. Tac, employee.name. Et le bonus, je vais le prendre du tableau bonus. Donc je dois mettre le nom du tableau bonus, machin. Sauf que c'est lent, donc au lieu de faire ça, je vais simplifier la chose. Donc, je vais mettre un alias au tableau employee, je vais mettre E. Du coup, je vais l'appeler comme ça. Pareil pour bonus, je vais mettre un alias, je vais mettre B, pour que ça soit plus court, plus facile et simple à écrire. Et je vais mettre B. Donc, je vais récupérer, je vais sélectionner le name, la colonne name du tableau employee et la colonne bonus du tableau bonus. Donc je vais sélectionner ça du tableau employee. Je vais faire une jointure, donc une sorte de liaison avec le tableau bonus. Sur quoi? Donc, selon quoi je vais faire cette jointure? On, c'est-à-dire le emp id dans le tableau employee est égal à emp
ID du tableau bonus. Donc j'ai sélectionné le name et le bonus du tableau employé. Je vais faire une jointure entre ce tableau et le tableau bonus. Quand empID est égal à empID dans bonus. Donc, si je prends un des exemples qui est à gauche, pardon, c'est que par exemple, je vais faire une liaison entre ce tableau-là et ce tableau-là. Quand empID, donc par exemple, quand 4 est égal à 4 ici, et quand 2 est égal à 2 ici. Donc je vais pas afficher par exemple le bonus de l'employé qui a le bonus de l'employé qui a 2 ici à l'employé qui a 3, donc ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je dois préciser quand est-ce que cette jointure va prendre place. Et il manque juste une dernière chose, c'est cette condition là. Donc quand where le bonus est inférieur à 1000. Tac. Donc là normalement ça doit être bon et je vais lancer mes tests, donc je vais voir ce que ça va donner. Tac. Et on voit bien que ça ne passe pas. Pour la simple raison, c'est que ce que j'ai écrit ne prend pas en considération les cas où il n'y a pas de bonus. Donc ce que je dois rajouter dans ce cas-là, c'est dans le where, pour dire quand le bonus est inférieur à 1000 ou or quand le bonus is not ou quand le bonus est nul. Et là je relance les tests et c'est bon. Donc ma réponse est correcte. Là on voit bien la complexité algorithmique. Donc ma solution elle est meilleure que selon les solutions qu'ils ont mis, hein, que les autres développeurs ont ajouté sur ce challenge. Elle est meilleure que 92. Donc il y a plus d'infos si vous voulez voir. Et pour les personnes qui ne savent pas ou qui viennent juste de découvrir LeetCode, donc là on peut voir d'autres solutions. Donc si on clique sur Solutions, on peut voir les solutions d'autres personnes. Et on peut filtrer par technologie. Donc, si je veux juste voir les solutions de Oracle, je vais cliquer ici. Si je veux voir juste les solutions avec MySQL, je clique ici. Ainsi de suite. Donc c'est bon pour ce challenge. Tac. Le deuxième exercice est Combine two tables. Donc dans cet exercice, on nous demande de faire quoi exactement? On nous demande plutôt un tableau person donc, qui contient 3 colonnes. Person ID, qui est l'identifiant de la personne, last name, first name, donc son nom de famille et son prénom. Donc person ID is the primary key. Chaque instance, plutôt chaque ligne dans le tableau person, elle va avoir un person ID unique. Et ce tableau aussi contient le first et le last name de chaque personne. Et le tableau adresse aussi. Donc on a un tableau qui s'appelle address qui contient 4 colonnes. Address ID, person ID, city et state. Address ID is the primary key. Donc chacun doit avoir une adresse physique unique normalement.
Each row of this table contains information about the city and the state of one person with ID equals person ID. Donc chaque ligne dans ce tableau contient des informations sur la cité et l'état où la personne habite. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de créer une solution qui entend de first name, last name. Donc, déjà, on va récupérer de tableau person. City et state, tableau adresse. Donc là, automatiquement, une sorte de liaison que j'ai fait entre les deux tableaux. Si l'adresse n'existe pas, donc si l'adresse pour person ID n'existe pas, s'il y a quelqu'un dans le tableau person n'a pas d'adresse dans le tableau adresse, autrement dit, on retourne nul. Donc je peux null instead. Et je peux retourner le résultat dans n'importe quel ordre. Si j'ai encore du mal à comprendre, je peux m'appuyer sur l'exemple. Parfois on nous donne, d'habitude on nous donne au moins un exemple. Parfois il y a des challenges qui sont compliqués, donc on peut donner 2-3 exemples aussi. Donc là on a un tableau person, on a les colonnes, person ID, last name, first name, person ID 1, donc Alan, person ID 2, Alice Bob, et le tableau adresse. Donc on voit bien que il y a un ID unique pour chaque adresse et le person ID, donc c'est l'identifiant de la personne du tableau person. Mon output peut être comme ça. Là on nous donne une explication. On voit bien que par exemple Alan n'a pas d'adresse, on va l'afficher dans ce cas-là, on est ménage. On peut bien voir ici, donc, dans le tableau person, il y a cette personne-là, person ID 1, et il n'y a pas de person ID 1 dans le tableau AMS. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. On va sélectionner différentes choses. On a besoin de quoi? First name, last name, city et state. D'où on va l'écrire ici. Du tableau person. Je vais mettre un alias pour que ce soit plus simple à écrire. Je vais faire une voiture, left join avec le tableau adresse. Je vais mettre un alias à. Quand est-ce que je vais faire cette jointure? C'est quand le p est égal à et là j'ai sélectionné les colonnes que je dois afficher, donc p.first name, p.last name, a.city et state. Et je clique sur Run. Et c'est bon. J'ai les bons outputs. Ma solution est correcte. Tac. Le troisième exercice, encore sur du SQL, qui est des niveaux medium, donc il s'appelle Second Highest Salary. Donc là, on nous donne encore un tableau employee avec deux colonnes ID et salaire. Donc, ID c'est la clé primaire du tableau, donc valeur unique. Et chaque ligne dans ce tableau, elle contient l'identifiant et le salaire de l'employé. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de créer
une solution qui nous permet de trouver le deuxième salaire le plus élevé. Donc, pas le premier, mais le deuxième. S'il n'y a pas de deuxième salaire, on monte null. Donc, pour le comprendre, je vais utiliser l'exemple. On a ce tableau-là, trois employés. Un qui mène 100, qui mène 200 et un troisième qui mène 300. L'objectif, c'est de donner déjà. On constate bien qu'on n'a pas précisé ici de mettre dans le résultat le nom de la colonne du tableau qu'on va générer, second highest salary. Mais dans l'exemple, je dois conclure cette information-là. Je dois afficher le salaire, le deuxième salaire plus élevé. Et pour le cas où c'est nul, je dois afficher ça. Je dois afficher juste nul. Tout simple. Donc pour cela, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai partagé avec vous une solution et je vais chercher d'autres solutions et d'autres façons de faire. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner salary et d'où du tableau employé comment quand le salaire est donc dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction max. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire inner query, donc une requête dans une requête. Et l'objectif, c'est dans la inner query que je vais écrire ici, c'est que je vais mettre entre les parenthèses, je vais mettre la requête pour récupérer le salaire le plus élevé. Et on sait bien que en SQL, le inner query, il s'exécute avant le query général. Donc là, du coup, je vais récupérer le salaire max. Quand cette valeur va être générée, donc je vais l'utiliser pour faire cette comparaison. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire, là, je vais récupérer le max salary. Je vais donner un nom quand même, parce que là, dans les change. Qu'on le donne dans l'exemple. Là, je vais récupérer le salaire max et je vais appeler la colonne second highest salary du tableau employé quand le salaire est inférieur à select max salary employé. Donc là, ce que je vais faire, pour répéter, mieux expliquer si c'est pas clair. Donc dans ce inner query, je vais chercher le salaire max. Donc si je vais m'appuyer sur le premier exemple qu'on nous donne ici, qui est à gauche, avec ce inner query, je vais chercher le 300. Ok. Donc juste avec ce qui est entre les parenthèses, ça va me retourner 300. Et par la suite, c'est que je vais chercher le salaire max du tableau employé où le salaire est inférieur à 300. Donc, puisque j'ai besoin du deuxième salaire, donc le max qui est inférieur à 300, c'est 200. Juste pour vous expliquer, je vais lancer le test pour voir ce que ça donne. Là, on voit bien. Tac. Que mon output c'est ça, le expected c'est ce qui est attendu de comme résultat. Donc, si je vais enlever
max. Tac. Et je relance, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, là, ça va pas être bon, et juste pour vous montrer. Donc là, puisque j'ai enlevé le max ici, ça va me permettre de chercher ou sélectionner tous les salaires du tableau employé où les salaires sont inférieurs au max. Donc on voit bien que dans ce tableau, le salaire max est 300. Si je fais comme ça, je vais récupérer tous les salaires qui sont inférieurs à 300. Du coup, dans ce tableau-là, j'ai tous les salaires sauf le salaire le plus élevé. Du coup, puisque j'ai généré ce tableau-là, donc là, je sais bien que le salaire max de ce que j'ai généré ici, c'est le deuxième salaire le plus élevé de ces tableaux-là. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'au final, je rajoute max ici. Tac, tac. Je relance. Et c'est bon. Donc on peut utiliser aussi, pour vous donner des astuces, on peut utiliser limit et offset, vous donner des pistes si vous voulez faire autrement. On a fini avec les exercices de SQL. Et là on passe aux exercices d'algo et je vais les faire en Python. Le premier exercice s'appelle Design Parking System. Donc là, ce qu'on nous demande de faire est le suivant. Donc, Design Parking System for parking lot. The parking lot has three kinds of parking spaces: big, medium and small, with a fixed number of slots for each size. Donc là, on nous demande de créer de faire la conception d'un système de parking avec des places de parking. Donc, trois catégories, trois types de places: big, medium et small. Et dans mon parking, j'ai un nombre défini, donc a fixed number of slots, donc un nombre défini pour chaque type. Donc comment je vais implémenter ça? Là, on vous explique comment implémenter parking system class. Donc je vais créer une classe qui s'appelle parking system et qui prend trois valeurs: big, medium et small, qui sont de type ints. Initialize the subject of the parking system class. Donc pour les personnes qui ont fait du Python ou de la programmation orientée objet de façon générale, donc quand je vais faire appel à la classe parking system avec des valeurs, je sais pas, ça va être 5, 10, 3, donc ça va me créer un objet. The number of slots for each parking space are given as part of the constructor. Donc, quand je vais créer une instance de classe parking, je vais définir le nombre de places, c'est-à-dire que je ne vais pas changer par la suite, normalement. Et la deuxième chose qui va être méthode. Donc elle retourne bool, elle dit en vrai ou faux. Elle s'appelle addCar et elle prend un seul paramètre qui est le type int. Et cette fonction là checks whether there is a parking space of car type for the car that wants to get into the parking lot. Donc cette fonction, elle va voir si la voiture près dans le parking a une place ou pas. Donc le car type can be of three kinds: big, medium or small, which are represented by 1, 2 and 3. Donc là, à droite, j'ai commencé à faire un peu de whiteboarding juste pour moi. Donc 1 représente big, 2
présente pour les personnes qui l'ont pas fait depuis temps. Donc, la ligne commence avec un hashtag ou un dièse plutôt. C'est un commentaire. Donc c'est pas du code qui va être exécuté par la suite. 2 medium et 3 c'est small. A car can only park in a parking space of its car type. Ça veut dire que ça nous facilite la chose. Donc ça c'est un détail très très important. Faites gaffe aux détails parce que le diable est dans les détails. Parce que s'il n'y avait pas ce détail, la logique de notre solution peut être totalement différente et beaucoup plus compliquée. Parce que c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de détail, on va devoir gérer si par exemple la voiture est de taille petite, mais il n'y a plus de taille, mais il n'y a plus de place pour le small, donc je vais chercher dans medium ou big. Tandis que là, si la voiture est small, il n'y a plus de place small, mais il y a medium et big, donc je ne vais pas les prendre en considération. Elle doit se garer juste à la place qui correspond plutôt à sa taille. If there is no space available, return false, else park the car in that size space and return true. Donc s'il n'y a pas d'espace pour le véhicule, je retourne false. Sinon, la voiture peut se garer et je retourne true. Pour mieux comprendre la chose, on nous donne un exemple. Input, c'est-à-dire comment ils vont faire appel à notre code. Ils vont faire appel pour vous expliquer, parce que c'est pas très très bien écrit. Là, on voit bien que on a un tableau. Là, la première fois, ils vont faire appel à la classe Parking System et ils vont l'appeler avec, pour cet exemple-là, avec ces 3 valeurs qu'ils vont faire. C'est comme s'ils vont faire Parking System entre parenthèses 1, 1, 0. Et par la suite, ils vont faire appel à sa méthode addCar avec la valeur 1. Un autre appel addCar avec la valeur 2. Un autre appel addCar avec la valeur 3. Un dernier appel avec la valeur 1. Et l'output, dans ce cas-là, doit être bien évidemment null, parce que quand je vais faire appel quand je vais initialiser une instance avec le Parking System class, je vais rien faire, juste créer une instance et c'est tout. True, true, false, false, parce que pour les 2 derniers, il n'y a plus de place. Donc là, on nous explique ce que je viens de vous expliquer en gros. Et les contraintes, c'est que big, medium et small sont entre 0 et 1000. Et car type peut être 1, 2 ou 3. Et maximum, on va faire 1000 appels à la fonction addCar. Donc, at most, 1000 calls will be made to addCar. Donc, en gros, quand je vais faire appel, qu'ils vont faire plutôt appel à la classe Parking System, donc ça va être comme ça. On nous explique ici comment ça se fait. Le Parking System object will be instantiated and called as such. Donc, objet égale Parking System, big, medium, small. Donc, c'est comme si objet égale, écrire pour faciliter la compréhension, c'est comme si je vais faire 1, 0. Et là, par un 1, c'est en gros, comme si, je rappelle, on a 3 choses. 1, 2 ou 3. Donc si c'est 1, ça veut dire que le véhicule qui doit se garer dans un spot de taille big. Si c'est 2, donc dans un spot, dans une place de taille medium. Si c'est 3, c'est dans une place de taille small.
Donc ça pourrait être 1, 2 ou 3. Faire et là on va commencer à coder. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire self.big égale big, self.medium égale medium, self.small égale small, ainsi de suite. Mais j'ai une autre solution qui est mieux, qui va nous faciliter la recherche aussi. Je vais faire self. Je vais faire laces. On va gérer des places dans le parking. 1. Je vais vous dire pourquoi je vais mettre 1, 2, 3. Parce que quand les véhicules entrent dans le parking pour se garer, ils vont rentrer avec des valeurs 1, 2 et 3. Pour dire big. Donc, par la suite, quand je vais faire appel à ma classe, le big il va être remplacé par le 1 que je vais mettre ici. 1, 2.1, 2, 2.50, ainsi de suite. 2, 2.medium et 3 small. Hop. Et par la suite, j'ai créé, je peux coller pendant la fonction addCar. Donc addCar, elle prend first type qui est entier et retourne bool. Donc s'il y a de la place pour le véhicule, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire true parce qu'il y a de la place, mais il y a une autre chose que je dois gérer. C'est que supposons que par exemple je vais faire appel, j'ai utilisé ces exemples-là avec un système, donc 10 places big, 10 places medium et une place ou 0 place small. Okay. Et supposons que le véhicule qui est se garer et qui est de taille small. Donc dans ce cas-là, je vais faire appel avec 3. Parce que 3 représente le small. Du coup, là j'ai retourné false. Parce qu'il n'y a pas de place. Mais supposons que dans un parking, il y a 10 big, 10 medium et un small. Donc si je vais faire appel à la fonction addCar avec 3, ça veut dire le véhicule va se garer dans une place de taille small. Là on voit bien qu'il y a une place. Donc, je vais retourner true, mais je vais faire autre chose, c'est que je vais déduire ça aussi. C'est comme si je vais dire small, j'ai déduit 1 de ta valeur, parce que maintenant il y a une place qui est déjà prise. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter cette logique en code. Donc, ce que je vais faire, c'est que si la place est, s'il n'y a pas de place, donc si le type de place que le véhicule cherche est 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place, donc je retourne false. Ok. On va faire ça, self.places. Comment faire ça? C'est par le car type. Si c'est égal à 0, false. Sinon, faire self.places égale -1, puisque ça va, il y a un véhicule qui va entrer, donc il y a de la place, donc il va prendre une place, donc je vais déduire une place dispo, donc il va avoir une place de moins dispo, et je retourne true. Et là je teste et ça doit être bon normalement. Ouais. Donc là on peut voir la complexité temporelle et la complexité spatiale. Donc ça c'est pour dire memory. J'utilise combien de mémoire?
Là, mon algorithme prend combien de temps pour tourner? 103 millisecondes. Et on a fini. Donc, pour vous réexpliquer encore une fois, que là, j'ai créé un dictionnaire dans mon constructeur de classe qui porte les valeurs 1, puisque c'est le numéro, c'est l'identifiant pour des grandes classes, 2 parce que c'est l'identifiant pour les places de taille moyenne, et 3 pour les places de petite taille. Et je rajoute une voiture, un véhicule plutôt, je vais voir c'est que si dans les places de mon parking, si ce spot là, puisque quand je vais faire appel, je vais faire appel par la taille, donc 1, 2 ou 3. Donc si dans ce dictionnaire là, 1 par exemple, est différent de 0, c'est-à-dire est 0 pardon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place, donc je retourne false. Sinon, ça veut dire que si c'est différent de 0, donc logiquement supérieur à 0, donc je vais déduire moins 1, je vais déduire 1 et je vais retourner true. Et c'est tout pour cet exercice. Et le dernier exercice qui s'appelle to sum. Donc dans cet exercice, on nous demande de faire quoi? On nous demande de given an array of integers, nums and integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. Donc, on va nous donner un tableau d'entiers qui s'appelle nums et un entier qui s'appelle target. On doit retourner les indices, return indices, donc indexes, des deux nombres dans leur somme et la valeur du target. You may assume that each input have exactly one solution. Donc on peut assumer que chaque input, donc chaque tentative pour tester notre code, il doit y avoir au moins une solution. And you may not use the same element twice. Et on ne doit pas utiliser le même élément deux fois. You can return the answer in any order. Donc l'ordre des indices, par exemple 1, 0, 0, 1, on s'en fout. Donc si ce n'est pas clair, on va utiliser les exemples. Donc, on va nous donner deux choses. Donc nums, qui est un tableau d'entiers, et target. Ce qu'on nous demande de retourner, dans ce cas-là, si je regarde ce qui est écrit à droite, donc une liste d'entiers, c'est ce que je vais faire du Python. C'est une liste qui contient les indices, donc les positions dans le tableau, des éléments dont leur somme est égale à target. Donc on a ce tableau là, 2 plus 7 est égal à 9. Donc en gros c'est ça. Deuxième exemple, donc voilà le tableau nums qui contient 3, 2, 4, et target est 6, donc les deux éléments dont leur somme est égale à 6, c'est 2 et 4. 2 qui est la position 1, 4 qui est la position 2, donc je vais retourner leur indice, donc leur position dans le tableau. Pareil pour l'exemple 3. Donc là on nous donne les contraintes, les valeurs de nums, de news, de target et de qui a laquelle valeur, et on dit aussi que only one valid answer exists. Que là il y a
la façon la plus simple à faire, c'est la méthode de brute force. C'est-à-dire que j'ai un tableau, donc je vais parcourir le tableau avec une boucle et je vais prendre, par exemple, là j'ai fait un peu de whiteboarding, donc j'ai pas rien du code. C'est comme si au début, j'ai par exemple c'est égal de 7 du coup, la solution la plus simple, c'est de faire une boucle dans une boucle. C'est-à-dire que je vais parcourir mon tableau NAMS. Je vais commencer par le 2 et par la suite, je vais parcourir de 7 jusqu'à 15. Parce que je vais voir 2 plus 7, est-ce qu'il est égal à target? Non, donc 2 plus 11, est-ce qu'il est égal à target? Non, 2 plus 15, est-ce qu'il est égal à target? Non, ok. Donc, je sors de ma boucle imbriquée, je passe à la boucle extérieure. Donc, je passe de 2 à 7. Donc, 7, je vais parcourir le reste. Donc, dans une boucle imbriquée, je vais parcourir ce qui est après le 7. Donc, ce qui est après le 7 jusqu'à la fin du tableau. Donc 7 plus 11, est-ce qu'il est égal à target? Non. Ok. 7 plus 15, est-ce qu'il est égal à target? Non. Ok, donc ma boucle imbriquée, je l'ai terminée. Hop. Je retourne à ma boucle extérieure. Du coup, je vais commencer d'ici. 11 et plus 15, est-ce qu'il est égal à target? Non. Ainsi de suite. Donc on va implémenter cette solution en code. Calculer la longueur du tableau. Par la suite, je vais faire la première boucle. For i in range length. Je vais faire n1 est égal à i. Ok. Et par la suite, je vais parcourir range plus 1 jusqu'à. Et du coup, j'ai fait 8, c'est jusqu'à length. Parce que je vais parcourir avant, je vais m'arrêter avant le dernier élément du tableau. Et là, dans la boucle imbriquée, je vais commencer à partir de l'élément qui est après l'élément dans la position I. C'est-à-dire que si par exemple dans un tableau, je sais pas, de 7, 15, 20, 10. Donc le I il va être 2. Donc je vais voir les combinaisons de cet élément avec le reste du tableau. Donc je vais pas, ça sert à rien de faire I et par la suite dans la boucle imbriquée commencer par ça. Parce que déjà on a déjà indiqué, c'est you may not use the same element twice. Donc ça c'est impossible. Donc je dois commencer, si je suis dans cette position là, je dois faire des combinaisons avec le reste du tableau. Donc c'est pour ça que j'ai mis pour la boucle imbriquée à partir de i plus 1. Donc si i est ici, donc i plus 1 c'est ici. Par la suite, dans l'itération suivante, i est sur cette position là, donc i plus 1 à partir d'ici, ainsi de suite. Et dans la première boucle, j'ai mis jusqu'à next moins 1 pour que i s'arrête ici. Parce que dans la boucle imbriquée, je commence juste après, donc ici. Donc à la fin, à la dernière itération, c'est que le i va être ici. Et le j va être ici. Tac. Et là, je vais faire L2 égale à 1 j.
et je vais voir si la combinaison de ces deux éléments est égale à target. Donc if L1 plus L2 est égal à target, J. Sinon, je ne fais rien, je tourne une liste 8. En tout cas, il doit y avoir une solution, mais j'ai écrit ça comme ça au cas où. Et là, je vais voir ce que ça va donner. Et on voit bien que notre solution marche. Si je vais faire submit, on va voir niveau mémoire, on est bien, on consomme presque pas trop de mémoire, c'est meilleur que presque la plupart des solutions proposées, mais au niveau temps d'exécution, ce n'est pas très rapide parce que là on fait un algo de big O n au carré. Et on peut faire mieux. Donc la deuxième solution, qui est la solution optimisée, je n'ai pas trouvé nouvelle, donc j'ai dû chercher sur internet pour trouver la logique. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des hashes. Donc pour les personnes qui ont fait le C, déjà au Overton, vous avez déjà vu des hash tables, donc les tableaux de hachage. Donc la recherche dans un tableau de hachage est de big O2. Et c'est vraiment rapide. Et en Python, on a l'avantage d'avoir des dictionnaires, parce que les dictionnaires sont des hash tables. Donc la recherche dans un dictionnaire est vraiment très rapide. Donc dans ce cas-là, on va utiliser des dictionnaires et une seule boucle. Donc, je vais garder la longueur du tableau. Tac. Et je vais faire un dictionnaire qui s'appelle refs. Refs pour dire référence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle pour parcourir un tableau. Tac. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ici. Donc, je vais faire un peu du whiteboarding, vous expliquer un peu de la logique. C'est que tac, faire ça comme ça, et je vais prendre un exemple. Donc, je vais prendre l'exemple de nums égale. Ce que je suis en train d'écrire maintenant, ce n'est pas du code. C'est pour vous expliquer la logique. Donc, nums de 7. J'ai changé un peu les ordres. 7 et 15. Et target est égal à 9. Tac. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir le tableau nums et je vais chercher dans le dictionnaire en même temps et le remplir en même temps. Comment? Donc je vais commencer à parcourir mon tableau nums et gros target c'est quoi? C'est comment on l'a trouvé. Par exemple, si je commence à parcourir mon tableau, et bah quand le i est égal à 0, donc dans la position 0, mon élément actuel c'est 2. Donc l'inconnu que je cherche c'est target moins la valeur de l'élément courant. Donc, la valeur de l'élément courant dans ce cas-là est 2 et target est 9. Donc si j'ai amélioré la chose, ce que je cherche c'est 9 moins 2 est égal à 7. Donc en gros, à chaque fois, je vais faire ce calcul. Donc, je vais l'appeler if.
c'est des simples opérations mathématiques. Puisque mon élément courant, je connais qui est 2, parce que c'est l'élément sur lequel je suis actuellement, quand j'ai parcouru mon tableau dans la boucle. Donc je veux savoir quel est l'autre élément qui les complète pour savoir, c'est que si je les additionne, ça va me retourner la valeur de target. Donc si je fais 2 plus 7, ça va nous donner 9. Donc à chaque itération, je vais faire target moins la valeur de l'élément courant. Et le résultat de cette opération va être une valeur, un entier. Donc je vais regarder si cet entier existe dans mon dictionnaire. S'il existe, ça veut dire que c'est bon. J'ai trouvé l'indice. Sinon, je vais continuer à parcourir. En gros, faire littéralement le tournage à la main, c'est que tac, écrire encore une fois que nums égale à 2 est un tableau qui contient 2, 11, 7, 9, 7, 15, pardon. Target égale à 9. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ok, donc je vais commencer à parcourir le tableau, donc d'ici jusqu'à 15. Donc mon élément courant est égal à 2. Donc ce que je vais faire, c'est que if égale à 9 moins 2 est égal à 7. Est-ce que dans mon tableau, dans mon dictionnaire, égal, là je décris les étapes. Okay. Étape, deuxième étape, on cherche dans le dictionnaire. Et là je vais voir est-ce que dans le dictionnaire il y a cette valeur. Est-ce que dans le dictionnaire il y a diff? Je vais écrire est-ce qu'il y a diff dans le dictionnaire REFS? S'il existe, tant mieux. S'il n'existe pas, donc je vais rajouter mon élément courant. Donc le dictionnaire, la première itération il est vide, c'est normal. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la valeur et son index. Donc 2, 0. Pourquoi 2, 0? Donc la clé va être la valeur. La valeur dans le dictionnaire va être la position de mon élément courant. Pourquoi? Parce que par la suite, je vais chercher par la suite, c'est que quand je vais faire diff target mon élément courant, donc le résultat, donc le diff, je vais chercher, donc ça doit être une clé dans mon dictionnaire. Donc si je la trouve, je vais retourner sa valeur et du coup c'est bon. Donc ce n'est pas le cas. Ok, donc je passe à l'élément suivant. 11. Ok, donc là, 11, ce que je vais faire, c'est que je vais faire diff 9 moins 11 est égal à quoi? Est égal à moins 2. Est-ce que j'ai moins 2? Est-ce que j'ai un élément qui a la clé moins 2 dans mon dictionnaire? Non. Ok. Je vais la mettre et je vais mettre sa valeur qui est égale à 1. Tac. 11. Ok. Donc, je n'ai pas trouvé de solution parce que ça n'existe pas. La troisième, c'est 7. Donc là, je passe à l'élément suivant. Donc, je vais faire diff 9 moins 7
est égal à 2. Ok, donc la valeur de diff est égale à 2. Donc là, j'ai cherché dans le dictionnaire si diff existe. Donc, est-ce que 2 existe dans le dictionnaire? Oui, 2 existe dans le dictionnaire. Et du coup, puisque dans mon dictionnaire, au début, j'ai mis 2 et son index est égal à 0, donc là, c'est bon, parce que l'élément actuel, c'est 7 plus 2 est égal à 9, est égal à mon direct. Donc dans ce cas-là, j'ai trouvé l'élément dans le dictionnaire. Je vais retourner sa valeur, puisque la valeur de cet élément dans le dictionnaire, elle représente l'index dans le tableau, nums. Du coup, je vais retourner ça. Et bien évidemment, je vais retourner l'index de mon élément actuel parce que je parcours le tableau en même temps. Tac. Du coup, diff égale target moins l'élément courant. Donc, comment je vais traduire ça? Ça va être nums de i, puisque il est la position. Donc, si diff recherche dans le dictionnaire cette étape-là, est-ce que diff existe dans le dictionnaire? Donc, if diff in refs, si elle existe dans le dictionnaire refs, que vais-je faire? Donc, je vais retourner sa valeur et l'index. Je vais faire la valeur de diff du dictionnaire. Ça va être quoi? Ça va être refs de diff et i. Et ma position actuelle dans le parcours du tableau. Et refs de diff, parce que diff, c'est ça, c'est 2, c'est 11, tac. Et refs de diff, c'est pour récupérer la valeur de diff. Donc si diff est 2, refs de diff est 0. Si diff est 11, refs de diff c'est 1. En gros, là, ça, 0, c'est l'index de 2 dans le tableau nums. 11, la clé, 1, c'est la valeur, 1, c'est l'index de 11 dans le tableau nums. Parce que, pourquoi je fais ça? Parce qu'on nous demande de retourner les index, return indices of the two numbers, donc retourne les indices des nombres dont leur somme est égale à target. Donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc je vais remplir mon tableau quand même, mon dictionnaire, pardon. Refs de i est égal à i. Pourquoi? Parce que je vais mettre la valeur de mon élément actuel, parce que je n'oublie pas que ce que je fais, c'est que je parcours le tableau. Donc là, ma position actuelle c'est i, donc 0 pour 2 c'est 0, pour 11 c'est 1, pour 7 c'est 2, ainsi de suite. Donc ma position actuelle c'est i, supposons que c'est 0, donc la valeur pour ma position actuelle c'est ça, donc c'est nums de i, donc c'est 2, donc nums de i pour i est égal à 0 c'est 2. Donc ce que je fais comme ça, ce que je fais ici, pardon, c'est que refs de 2, donc je vais ajouter dans le dictionnaire 2 comme clé, et sa valeur va être la position, donc 2 est égal à 0, donc c'est ça. Par la suite 11 est égal à 1, ainsi de suite. Et là ça doit être bon. Je vais lancer. Tac. Et ben on voit bien que le runtime est mieux que ma première solution. Et c'est plus de brute force. Donc là c'est mieux parce qu'on utilise, c'est vrai qu'on utilise plus de mémoire parce qu'on a créé un dictionnaire contrairement à la première solution.
On s'en fout de la mémoire et on est plus souvent plus concerné par l'exécution. Généralement parlons, plus concerné par rapport à l'exécution. Par rapport au temps plutôt d'exécution que l'espace mémoire qu'on occupe. Et on a fini. Ça sera tout pour le live coding de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine. Au revoir.